De l'Espagne à l'Angleterre, en passant par l'Allemagne ou la France, la saison 2022-2023 nous a offert des rebondissements tumultueux. Des grandes équipes qui se permettent de changer d'entraîneur en cours de saison, des équipes où la rupture est bien réelle avec les supporters, mais surtout des équipes qui continuent de progresser intelligemment pour remporter les plus beaux des trophées. Dans ce contexte, quelle est la meilleure équipe, tout championnat confondu ? Pour répondre, on va s'appuyer sur un barème très clair avec 3 critères bien distincts. Premier critère, une note sur 5 pour les résultats dans les championnats locaux, coupe incluse. 5 équivaut bien entendu à une position haute dans le classement local. Cette note sera multipliée par un coefficient qui correspond aux championnats les plus importants. Elle sera de 2 pour les championnats allemands, anglais, espagnol et italien et de 1,5 pour tous les autres. Deuxième critère, une note sur 5 pour les résultats en Coupe d'Europe. Une équipe qui va le plus loin possible dans cette compétition aura bien entendu la note de 5. Elle sera multipliée par le coefficient de 2 pour la Ligue des Champions, de 1,5 pour l'Europa League et de 1 pour la Conference League. Enfin, le plus important des critères, une note sur 10 pour l'apport du jeu collectif proposé. Un jeu propre, agréable à regarder et bien huilé aura bien entendu la meilleure note. Voici le top 10. 15e, Liverpool. L'équipe de Jürgen Klopp n'a pas du tout réussi à avoir le même rendement que l'an passé, avec notamment des grosses lacunes défensives qui les a laissés sur le carreau dans toutes les compétitions possibles. 14e, le FC Séville, auteur d'un début de saison catastrophique avec notamment 2 changements d'entraîneur, mais finalement c'est une véritable reconquête avec ce succès tant important en Europa League. 13e, le RB Leipzig. L'équipe a sauvé sa saison avec une belle victoire en Coupe d'Allemagne et de bons résultats en fin de saison pour choper une 3e place inattendue en Bundesliga. 12e, le Borussia Dortmund, eux peuvent clairement nourrir des regrets en perdant le titre lors de la dernière journée de Bundesliga alors qu'ils avaient réussi un parcours sans faute jusque-là. 11e, le Paris Saint-Germain. Même s'il remporte le titre de champion de France, le PSG n'a pas vraiment brillé cette saison avec beaucoup de défaillances et de très mauvais résultats en Coupe d'Europe. 10e, on commence du côté de l'Angleterre avec le 3e de Premier League, Manchester United. En plein toute la saison précédente, United fait alors confiance à Erik ten Hag, lui qui a instauré un autre football du côté de l'Ajax. Plutôt strict dans sa prise de position, il a alors carte blanche pour ramener des cadres importants comme Anthony, Lisandro Martinez, Eriksen, mais surtout Casemiro. Il faudra aussi savoir que Cristiano n'entre pas dans son plan de jeu. Des choix forts quitte à rentrer en conflit avec d'autres protagonistes. Pourtant, ses débuts en Première Ligue sont un désastre. 2 défaites en 2 matchs et des joueurs bien loin du rendement actuel. Il récupérera alors des points précieux en battant des grosses équipes comme Liverpool ou Arsenal. Et se retrouvera alors dans le top 4 lors de la phase aller. La suite, Manchester United alterne le bon et le moins bon. Il profite d'un Rashford en feu pour battre City, mais est capable du pire en perdant historiquement 7-0 contre les rivaux de Liverpool. Les blessures de la charnière centrale auront alors un impact important dans la lutte du top 4, mais sans conséquence avec une belle 3e place acquise en fin de saison. En Europa League, c'est la même chose, du bon comme du moins bon. Ils doivent avoir cédé leur première place de groupe face à la Real Sociedad. Et en 16e de finale, ils sortent alors les crocs pour battre aisément le FC Barcelone, puis le Betis. Mais ils vont encore une nouvelle fois sortir de leur match en quart de finale retour face aux habitués de la compétition, le FC Séville, en perdant 3-0. Finalement, la lumière vient des coupes nationales où ils remportent la Coupe de la Ligue et atteignent la finale de la FA Cup, ce qui sauve leur saison et leur permettra alors d'être dans ce top 10. Erik ten Hag a dû tout reconstruire de zéro en évoluant dans une sorte de 4-2-3-1 avec Casemiro en position de 6, Eriksen en 8 et Bruno Fernandes en 10. Le Brésilien, habitué du poste, s'est alors adapté à la Première Ligue pour protéger l'entrejeu et éviter tout débordement adverse. Alors qu'Eriksen et Bruno Fernandes, eux avec beaucoup plus de flexibilité, vont alors pousser le jeu vers l'avant. Les autres joueurs doivent alors toujours rester en mouvement et prendre la profondeur quand le timing se présente. Dans ce contexte, le jeu est rapide
direct et peut facilement prendre à revers la défense adverse. Même s'il y a encore des réglages à faire, le jeu de United s'est beaucoup amélioré au fur et à mesure de la saison et la méthode Ten Hag a déjà fait ses preuves. Une note honorable de 7 sur 10 leur est alors attribuée. Ainsi, Manchester United cumule une note globale de 20 sur 30 et leur permet d'être la 10e meilleure équipe de la saison. 9e, de retour sur le devant de la scène avec le Milan AC. Champion d'Italie en titre, le Milan AC était particulièrement attendu lors de cette saison 2022-2023. Avec un effectif quasi inchangé, si ce n'est le départ de Kessié vers le FC Barcelone, Stefano Pioli fait face alors à un championnat encore plus relevé qu'avant. Les rossonneries suivent quand même le pas dans le top 4 italien jusqu'à la Coupe du Monde, avec notamment des victoires de prestige sur l'Inter 3-2 ou encore la Juventus 2-0. À partir de janvier 2023, la situation se complique. Les résultats déçoivent, l'attaque est stérile et la défense prend l'eau face à des équipes modestes italiennes. Malgré une victoire encourageante 4-0 sur le Napoli, le Milan AC profite alors même de la pénalité de points de la Juventus pour terminer dans le top 4 et sauver sa saison. De plus, leur saison prend une ampleur supplémentaire avec la Ligue des Champions. En terminant logiquement deuxième du groupe derrière Chelsea, ils vont rallier les huitièmes de finale en jouant contre Tottenham, puis Napoli en quart de finale. Et avec un très bon McMahon dans les cages, la défense résiste et permet alors au Milan AC de jouer les demi-finales, une première depuis 2007. Malheureusement, leur niveau de jeu contre les rivaux de l'Inter ne leur permet pas de passer un cap et se font logiquement sortir à cette phase de la compétition. Tactiquement, Pioli a gagné la Serie A la saison précédente en appliquant un système en 4-2-3-1, avec notamment ce double pivot qui est la pièce essentielle de son jeu pour contrôler la rencontre. Le Milan AC garde un groupe compact avec un regroupement du milieu de terrain avec la défense pour garder davantage ses cages inviolées. Une tactique qui fonctionnait mieux avec Kessié et qui a quand même encore du mal à résister cette saison malgré le talent indiscutable d'un Bennacer ou Tonali. Le Milan AC se repose alors sur un jeu plus direct, initié par la position haute des latéraux et la percussion d'un Rafael Leao pour faire la différence. Cependant, Pioli n'a pas réussi à réadapter son équipe au bon moment, se livrant alors à des lacunes défensives et même à certaines inefficacités devant. Tout cela ne rend pas le jeu aussi beau qu'auparavant et se contente quand même d'une note de 6 sur 10 au général. À travers tous ces bons résultats, le Milan AC se contente alors d'une note de 21 sur 30. 8e, on commence par l'Espagne avec les champions en titre Barcelone. Sans trop rentrer dans les détails, et on le sait, le FC Barcelone est sujet à de nombreux problèmes financiers. Ils ont alors été obligés de signer un partenariat historique avec la firme d'investissement Sixth Street pour activer des leviers financiers, cédant alors des parts d'investissement importantes et donc de générer des gains supplémentaires. Avec de tels investissements, le Barça se montre alors très actif sur le marché des transferts, recrutant entre autres Koundé, Rafinha, Kessié, Christensen ou encore Lewandowski. Les intentions sont claires, le Barça veut revenir sur le devant de la scène espagnole. Et d'ailleurs, en Liga, c'est plutôt convaincant. Les résultats clairs avec une moyenne de 3 buts marqués jusqu'au premier revers lors de la 9e journée avec cette défaite 3-1 contre le rival madrilène. Au-delà de cette défaite, le Barça ne flanche pas sur le reste de la saison. En 34 journées, il garde une avance spectaculaire en enchaînant les bons résultats et les 3 points. Au final, seules 3 défaites seront comptées, 64 buts inscrits certes, mais surtout et seulement 13 buts encaissés en 34 journées. Le Barça retrouve le titre après 3 ans de 17 en Liga. Ajoutez à cela une belle victoire en Supercoupe d'Espagne devant le Real Madrid. En Coupe d'Europe, par contre, c'est la catastrophe. En Ligue des Champions, dans le groupe de la mort avec le Bayern et l'Inter, ils ne prendront qu'un seul point en 4 matchs et ne feront pas le poids face à ces mastodontes européens. Ils sont alors directement reversés en Europa League et une nouvelle fois en 16e de finale contre Manchester United, le Barça s'incline et montre un véritable écart de niveau entre la Liga et le reste de l'Europe. Tactiquement, si on doit vraiment noter la saison du FC Barcelone, on est loin des standards du club du début des années 2010 où le jeu semblait quand même plus fluide. Néanmoins, Xavi possède cette culture de la gagne et tente de densifier le milieu de terrain.
Avec les talents de Gavi, Pedri, Busquets ou encore De Jong, il a tous les éléments pour faire tourner le jeu à sa manière. La possession est d'ailleurs le maître mot de la tactique de Xavi, où on fait tourner le ballon et on tente de progresser progressivement dans la surface adverse en trouvant des idées rapides comme Dembélé ou Rafinha. Un jeu offensif classique et facilement lisible par l'opposition et qui a quand même montré des défaillances en fin de saison. Et contre toute attente, ce qui a le mieux marché cette saison est l'aspect défensif, avec un fort pressing à la perte, un pivot proche de la ligne de 4 derrière et surtout une forte opposition à chaque duel. On attend quand même beaucoup mieux de l'élève de Pep Guardiola, mais le jeu garde une note honorable de 7 sur 10. À travers ces notations, le FC Barcelone cumule une note de 20 sur 30, ce qui leur permet de garder le cap. 7ème, après des années de galère, voici le retour de Arsenal. Arsenal, c'est quand même la belle histoire de la saison. Sûrement l'équipe qui a su le mieux élever son niveau de jeu par rapport à la saison précédente. Ils n'ont pas hésité à investir sur des joueurs qui ont l'expérience Premier League comme Zinchenko, Jesus ou bien encore en janvier avec Trossard et Jorginho. L'effectif est même le plus jeune de toute la ligue. Et dès le début, Arsenal détonne. Non seulement le jeu collectif excelle dans tous les compartiments du jeu, mais surtout le mental suit. La combinaison parfaite pour s'installer au sommet de la Première Ligue pendant 248 jours consécutifs. Pourtant, la fin de saison est un désastre. 3 défaites contre le même Manchester City en Cup et en championnat, puis d'autres revers devant Brighton ou encore Liverpool. Arsenal et Arteta se contenteront alors de la 2e place du championnat. En Europa League, c'est très délicat, sûrement le véritable point noir de la saison des Gunners. Une première défaite en groupe contre le PSV Eindhoven et surtout une élimination précoce en 8ème de finale contre le Sporting Club Portugal, après une séance de pénalty complètement ratée. Et on comprend mieux les limites d'Arsenal qui dispose d'un véritable 11, mais le banc a encore du mal à suivre le niveau des titulaires, et cela s'est vu dans les autres compétitions. Tactiquement, l'Arsenal de Mikel Arteta est en ascension sur le plan tactique. Lui qui a tout appris de son modèle Pep Guardiola tente de réappliquer les mêmes fondements de jeu en 4-3-3 pour son jeune effectif. L'arrivée de Zinchenko repositionné en latéral inverse a permis de donner plus de volume de jeu au milieu de terrain et a permis aussi à un Granit Xhaka de jouer un peu plus haut en position de 8 aux côtés de Odegaard. L'idée est de jouer sur le mouvement permanent de tous les joueurs et de rendre le jeu plus fluide dans la circulation du ballon. Et effectivement, les adversaires ont du mal à suivre les mouvements à répétition des Gunners. Il faut aussi mettre l'accent sur Odegaard qui est un véritable meneur de jeu avec sa capacité à conserver la balle et à lancer le jeu en profondeur. Sa présence est primordiale et assiste volontiers à Martinelli ou bien à Jesus devant. Le seul bémol est sûrement la défense qui a eu du mal, notamment avec la blessure de Saliba en fin de saison. Néanmoins, il faut reconnaître que sans le ballon, Arteta mise sur un jeu de pressing très haut où l'intensité de jeu oblige même les adversaires à relancer rapidement et donc à faire des erreurs. Un jeu parfaitement dynamique et appréciable qui leur doit alors la belle note de 9 sur 10. On regrettera quand même que cet Arsenal repart sans trophée, mais leur doit quand même une belle note globale de 21 sur 30. 6ème, on part du côté du Portugal avec le surprenant Benfica. Sorti d'une saison 2021-2022 moyenne sans trophée, le Benfica a subi de grands changements l'été 2022, à commencer par l'arrivée du coach allemand Roger Schmidt. Le départ de Darwin Núñez a permis aussi de renflouer les caisses et d'investir intelligemment sur des joueurs talentueux comme Enzo Fernandez, David Neres ou Alexander Ba. En championnat, c'est très clair, avec cet effectif, le Benfica écrase absolument toute concurrence et doit alors attendre la 14e journée du championnat pour finalement perdre un match contre Braga. Même si la fin de saison est un petit peu plus compliquée où ils doivent attendre la dernière journée pour être sacrés champions du Portugal, ils gagnent tout de même avec la manière et font une bonne sensation partout dans le monde. Leur seul point noir sera sûrement cette défaite contre le FC Porto en avril 2023, mais qui n'aura finalement aucun impact sur la suite de leur saison. De telles performances sont alors reproduites en Ligue des Champions. Dans un groupe difficile avec le Paris Saint-Germain et la Juventus, le Benfica ne va pas se faire marcher dessus. Ils obtiennent alors une victoire primordiale au Juventus Stadium 2-1 et ils feront alors jeu égal par 2 fois contre les soi-disant favoris parisiens, un partout à chaque fois. Et même s'ils ont pris une ascendance dans l'entrejeu, ils auraient pu mériter mieux. Finalement, leur dernière grosse victoire 6-1 sur le Maccabi leur permet de passer devant au classement et prendre le modeste club de Bruges en 8ème de finale.
Jugés alors comme favoris, ils se feront surprendre à domicile 2-0 par l'Inter en quart de finale et se feront sortir alors prématurément. On peut facilement encenser le jeu offensif du Benfica cette saison. C'est fluide, propre et surtout efficace. C'est sûrement le jeu le plus excitant à regarder cette saison. Roger Schmidt, passé entre autres par Salzbourg ou Leverkusen, entre en faveur d'un jeu offensif, agressif, avec un pressing incessant sur ses adversaires. Un jeu qui demande beaucoup de discipline de la part de ses joueurs, qui répondent de la meilleure des manières. L'idée est aussi de construire rapidement avec les montées des latéraux comme Grimaldo et surtout d'utiliser la qualité de dribble d'un Joao Mario ou d'un Gonçalo Ramos devant. Une telle amélioration dans le jeu laisse les opposants à court de ressources et Benfica mérite alors une note de 8 sur 10 dans le jeu proposé. Avec tous ces résultats, le Benfica se sort avec une note de 21 sur 30. 8ème, on se retrouve du côté de la Bavière avec le Bayern Munich. Cette saison 2022-2023 ne rentrera pas parmi les meilleurs du FC Bayern Munich. Un changement d'entraîneur en pleine saison, des disputes en interne, des dirigeants pointés du doigt ou même encore des résultats en dents de scie. Une saison digne du FC Hollywood des années 90. Le premier fait marquant est bien entendu le départ de Lewandowski. Lui qui avait besoin d'un nouveau challenge laisse alors le club bavarois sans véritable numéro 9 de métier. Et l'arrivée de Sadio Mané est loin d'avoir convaincu au sein du club. En Bundesliga, quand le Bayern gagne, il le fait avec la manière, avec au moins plus de 5 buts inscrits. Mais lorsque l'étau se resserre, le Bayern patine et se contente alors de faire des matchs nuls ou même de perdre contre Augsbourg par exemple. Ils raflent de justesse leur 11e titre de Bundesliga consécutif après une lutte à distance acharnée contre le Borussia Dortmund. Un titre qui sauvera leur saison et qui leur permet une place dans ce top 5. En Ligue des Champions, il y a eu un avant et un après Nagelsmann. Le Bayern de Nagelsmann est celui qui encaisse aucun but et qui se permet de battre aussi bien l'Inter, le Barça et le Paris Saint-Germain en ayant une approche défensive et en étant capable de jouer sur contre et de marquer rapidement. Puis ensuite, il y a eu celui de Tourelle qui n'a pu rien faire face à l'Armada Citizens en quart de finale. Un bilan alors mitigé pour les Bavarois avec une note de 3 sur 5. Tactiquement, le Bayern Munich a dû réadapter son plan de jeu avec le départ de Lewandowski et ses 40 buts toutes compétitions confondues. Nagelsmann, en début de saison, avait même insisté sur le fait d'effectuer une révolution tactique. Même si le jeu se base encore une fois sur un 4-2-3-1, mais qui peut évoluer en 3-4-2-1 avec le ballon et permettre une liberté de mouvement haute à un Alphonso Davies, Müller est de plus en plus suppléé davantage par le Tony Truant Musiala au milieu de terrain et les mouvements répétitifs des milieux et des ailiers doivent permettre de toujours trouver l'espace entre les lignes adverses. Sur ce principe, le Bayern Munich peut surprendre à toujours jouer dans la moitié adverse, même si parfois le message a du mal à passer et les joueurs ne semblent pas toujours concernés. Tourelle a réadapté le même schéma tactique en 4-2-3-1 en tentant d'équilibrer au maximum chaque secteur de jeu. Le jeu reste alors agréable à regarder avec quand même une légère note de 7 sur 10 car on est quand même loin du Bayern Munich dévastateur de Flick de 2020. 4e, du retour du côté de l'Espagne avec le club légendaire, le Real Madrid. Après l'échec d'attirer Mbappé dans ses rangs et avec les départs de Marcelo et Casemiro vers l'Angleterre, on pensait les Merengues abattus. Mais l'institution madrilène est largement au-dessus de tout ça. Certes, leur saison n'est pas aussi bonne que la saison précédente, mais ils enregistrent quand même des succès de prestige en Super Coupe d'Europe et en Coupe du Monde des clubs. En Liga, c'est assez délicat. Leur début de saison est certes excellent, avec notamment une belle victoire à domicile devant le FC Barcelone 3-1, mais en pleine saison de Coupe du Monde, le Real Madrid s'écroule. 2 défaites contre Villarreal, ou même contre les modestes équipes du Rayo Vallecano ou Mallorca. Ils voient alors le Barça s'envoler au classement et certaines suffisances dans les matchs à faible opposition ne leur permettent pas de garder le cap. Ils sauveront leur saison en remportant quand même la Copa del Rey en éliminant notamment le Barça en demi-finale 4-0. Quant en Coupe d'Europe, qui peut encore vraiment douter de leur robustesse à écraser toute concurrence en éliminant coup sur coup le RB Leipzig, Liverpool ou Chelsea? Leur parcours est sans encombre. Ils n'ont pas eu besoin de faire une seule remontada comme ce fut le cas la saison précédente. Cependant, l'obstacle Citizens était beaucoup trop haut cette saison et leur parcours s'arrête en demi-finale.
Tactiquement, les années passent, les joueurs trépassent, mais le Real Madrid a toujours adopté un 4-3-3 efficace en utilisant les forces en puissance. Exit Casemiro au milieu, le duo Modric-Kroos accueille Tchouaméni et Valverde de nouveau. Mais aussi Camavinga qui doit évoluer sur le côté gauche de la défense et qui peut aussi repiquer au milieu en cas d'espace proposé. Comme toujours, c'est ce milieu qui dicte le tempo du match et qui peut casser les attaques adverses. Derrière, c'est très solide avec un Militao des grands soirs associé à un Alaba. Et devant, bien sûr, la doublette rapide brésilienne Rodrigo-Vinicius éblouissent leur talent pour provoquer des 1 contre 1 et redonner à un Benzema qui est sûrement le meilleur pour se démarquer et trouver des espaces libres. Une tactique bien en place qui a connu des hauts comme des bas, mais une tactique qui n'a jamais failli dans les grands rendez-vous et qui leur vaut alors une note de 8 sur 10. Au-delà de la notation collective et des résultats, le Real Madrid s'octroie une note de 24 sur 30. Troisième, véritable sensation cette saison avec l'Inter Milan. Impacté par des problèmes économiques, l'Inter ne parvient pas à réaliser un mercato clivant et doit se contenter uniquement de faire venir Lukaku et Acerbi en prêt. Simeone Inzaghi, lui, est toujours en place et essaye tant bien que mal d'appliquer les mêmes fondements de jeu. Pourtant, les résultats, eux, sont décevants. Dès le début de la saison, ils oscillent alors entre la 5e et la 7e place et n'arrivent pas à battre des opposants directs comme le rival milanais ou encore la Roma ou la Lazio. Le déclic viendra alors lors de leur victoire contre le géant Napoli en janvier 2023 pour se rapprocher de la 4e place et rester alors jusqu'à la fin de la saison dans ses places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Mais c'est surtout dans le format coupe que l'Inter sauve sa saison. D'abord en soulevant la Supercoppa Italia devant le Milan AC 3-0, puis en Coppa Italia où les Interistes font un parcours sans faute pour jouer et battre la Fiorentina 2-1. En Ligue des Champions, dans le groupe de la mort, l'Inter surprendra par 2 fois le FC Barcelone, dont notamment un match exemplaire au Camp Nou, 3 buts partout, pour finalement terminer 2e de ce groupe derrière le géant bavarois. Ensuite, dans une mentalité de héros, l'Inter se défie des clubs portugais de Porto puis de Benfica, et ensuite ils assurent un contrôle parfait contre les rivaux milanais en demi-finale. Malheureusement, la marche sera beaucoup trop haute pour espérer battre ce Manchester City cette saison, mais leur parcours européen est une véritable réussite. Parce qu'on ne donnait pas forcément cher de cette équipe de l'Inter de Simeone Inzaghi. Pourtant, il n'a pas délaissé son système de jeu infaillible à 3 derrière pour fermer le maximum d'espace. Avec la qualité de passe d'un Acerbi ou d'un Bastoni derrière, le jeu part souvent de derrière pour remonter petit à petit sur l'étendue du terrain. Ils peuvent aussi monter balle au pied pour permettre aux latéraux d'élargir sur les côtés et au milieu de terrain comme Barella d'être dans la surface adverse. Les centres sont alors une force offensive supplémentaire en mettant un maximum de joueurs devant les cages adverses pour trouver une tête d'un Edin Dzeko ou la qualité de frappe d'un Lautaro Martinez. Un jeu assez linéaire qui dispose de beaucoup de qualités mais aussi de pas mal de défauts. Et c'est pour ça qu'en Serie A, les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. D'où une note de 7 sur 10 dans le jeu proposé. À travers tous ces résultats, l'Inter s'en sort bien avec une note 25 sur 30. Deuxième, de retour en Italie avec le champion attitré, le Napoli. En tout début de saison, le Napoli a décidé de renouveler son effectif et de mettre sur le carreau ses joueurs qui n'ont jamais réussi à faire mieux que de soulever une Coupe d'Italie en 2019. Exit alors les joueurs éternels comme Insigne, Mertens, Fabian Ruiz ou encore Koulibaly. Et bonjour le renouveau avec Raspadori, Minge, mais surtout Kvaratskhelia. Tout cela associé avec une colonne vertébrale déjà bien présente comme Zielinski, Zambo Anguissa ou Osimhen devant. En championnat, l'enchaînement de victoires avec la manière étonne et éblouit même la planète football. Aucune défaite est à déplorer en Serie A entre août et décembre 2022. Ils prennent alors une telle avance en championnat qu'aucun autre club rivaux ne parviendra à suivre la cadence. Dans ce contexte, ils seront alors sacrés champions d'Italie lors de la 33e journée, soit 33 ans après leur dernier titre acquis en 1990 avec un certain Maradona. En Ligue des Champions, c'est la régalade. Ils s'imposent très nettement face au Cador Liverpool 4-1 ou encore l'Ajax 6-1 en phase de groupe. Annoncés alors comme favoris par les médias, ils se feront surprendre par le Milan AC en quart de finale malgré des assauts offensifs répétitifs sur les cages de Mike Maignan.
Mais avec l'absence du buteur Osimhen blessé, les hommes de Spalletti ne trouveront alors pas le chemin défilé et se feront sortir plus tôt que prévu dans la plus belle des compétitions. D'un point de vue tactique, Luciano Spalletti, en place depuis la saison dernière, a su s'adapter à quelques changements de joueurs et a su même remanier le jeu en sa faveur en 4-3-3. L'an passé, c'était surtout Fabian Ruiz qui avait la charge de donner du volume de jeu au milieu de terrain. Cette saison, c'est surtout ce milieu à 3, Anguissa, Lobotka et Zielinski, qui ne cessent de permuter entre eux et de jouer dans un triangle à 3 bien façonné. Le coach italien exige aussi à ses joueurs de presser toujours haut à la perte, tout en gardant son milieu à 3 au soutien du pressing. Si le contrôle du jeu derrière est parfaitement assuré, que dire alors de la vitesse d'exécution offensive ? Véritable force du Napoli cette saison, avec notamment la révélation Giorgio Kvaratskhelia, capable de dribbler et de menacer la défense sur son côté gauche. Ajoutez à cela la vitesse de percussion d'un Osimhen capable de prendre la profondeur et de marquer des buts propres à lui-même. Cela fait un jeu collectif construit, agréable à regarder et surtout bien ficelé qui lui vaut la note alors de 9 sur 10. Avec ces trois critères, le Napoli cumule alors une note de 25 sur 30 qui aurait pu être améliorée s'ils avaient joué au moins les demi-finales de la Ligue des Champions. Et enfin premier, la révolution avec Manchester City. Privé d'un numéro 9 depuis le départ de Agüero, Manchester City a décidé de taper un grand coup en ramenant Erling Haaland et Julian Alvarez dans ses rangs. Un choix risqué pour les experts qui craignent une relation difficile avec Pep Guardiola, mais la suite leur prouvera bien le contraire. En première ligue, la lutte aura été intense jusqu'au bout. Oubliez Liverpool, le véritable concurrent cette saison est bien Arsenal. D'ailleurs, avant la Coupe du Monde, City a eu beaucoup de mal à adapter son jeu avec ses nouvelles recrues. Un jeu passif associé à quelques errances derrière, les obligeant à faire des nuls contre Newcastle 3 partout ou perdre contre Liverpool 1-0. Ils gardent quand même le cap en grattant leur deuxième place avec des bons résultats, notamment sur Manchester United ou Brighton. Finalement, l'année 2023 sera le début de la révolution Guardiola. Le coach réadapte son plan de jeu et n'hésite pas à écarter Cancelo de l'équipe. À partir de février, l'équipe a 3 fois Arsenal en championnat et en FA Cup et aligneront un finish digne des meilleures équipes avec 12 victoires consécutives et un nouveau titre de champion de Premier League, suivi ensuite d'un titre en FA Cup remporté devant United. Le parcours en Ligue des Champions est quasiment un sans faute, d'abord en groupe en battant Dortmund ou encore Séville, et surtout en phase d'élimination directe où ils font un parcours remarquable à l'Etihad Stadium où ils écrasent coup sur coup le RB Leipzig 7-0, le Bayern Munich 3-0 et enfin le Real Madrid avec une leçon tactique où ils étouffent leur bête noire de l'an passé 4-0. Leur victoire finale ne fait alors aucun débat où ils viennent à bout de l'Inter Milan pour soulever leur première Ligue des Champions. Difficile de bien définir la tactique de Manchester City. Guardiola s'adapte, innove et surtout surprend. Le technicien catalan a eu du mal à trouver la bonne formule en début de saison. Un jeu assez linéaire qui reposait sur l'efficacité de Haaland. Puis en 2023, le départ de Cancelo a obligé à Guardiola à jouer dans une sorte de 3-2-3-1 avec un John Stones versatile aux côtés de Rodri. La défense à 3 verrouille parfaitement les assauts adverses et tous les joueurs sont concernés par le repli défensif. Devant, on ne cherche pas la profondeur avec les ailiers Grealish ou Mahrez. On cherche surtout à maîtriser le côté et à trouver un partenaire débarqué aux abords de la surface adverse. Enfin, c'est surtout la complémentarité de Bruyne-Haaland qui s'est fortement améliorée au fur et à mesure des rencontres et qui constitue tout simplement le meilleur duo de la saison. Tout est parfaitement maîtrisé, quitte à devoir laisser la possession à l'adversaire. Manchester City ne se cache plus et a une nouvelle fois démontré tout l'étendue de son talent sur le terrain. Ce qui démontre bien une note de 9 sur 10 sur le jeu collectif car la perfection n'existe pas. Avec toutes ces victoires, City cumule alors une note générale de 29 sur 30 et est la meilleure équipe de la saison.